Parfait. Bonsoir à tous. On espère que vous allez bien. Donc pas de panique, le cocktail est pour bientôt. Encore quelques minutes à passer avec nous. Donc avec Stéphane, aujourd'hui on va vous parler d'organisation de stratégie de chaîne de valeur en yearly increment. Mais avant, donc un grand merci aux partenaires et aux sponsors de cette édition d'Agile en scène, sans qui on ne pourrait pas être là avec vous. Donc encore un grand merci à eux, puis merci au staff. Voilà. Bon, on va commencer par se présenter. Donc qui sommes-nous et pourquoi sommes-nous là? Donc me concernant, je m'appelle Marina Bento. Ça fait 7 ans que je travaille pour la société Enedis au sein de la DSI. Donc j'ai eu la chance de passer par plusieurs rôles agiles. Donc j'ai été Scrum Master, RTE d'un train de 5 équipes de développement et ensuite coordinatrice de solutions sur la chaîne de valeur service client et territoire. Donc j'étais coordinatrice de solutions sur le périmètre d'un projet. Et quant à moi, donc Stéphanie Apougian, j'ai intégré la DSI d'Enedis il y a à peu près 3 ans maintenant. Donc j'ai commencé par un poste de coordinateur de la chaîne de valeur service au client territoire, donc on appelle dans le jargon, donc chez nous c'est SCT. Et 2 ans après, donc là maintenant je suis manager d'un domaine d'application au sein de la chaîne de valeur. Donc aujourd'hui, on va vous partager le POC qu'on a réalisé au sein de la DSI d'Enedis et de la chaîne de valeur service client et territoire. Donc dans l'objectif en fait de rendre notre trajectoire en fait de chaîne de valeur plus réaliste et on va vous expliquer tout ça. Mais avant, on va vous présenter rapidement Enedis et ses missions. Donc vous voyez ici en fait le système électrique français. Donc on retrouve en amont du système les producteurs d'électricité qui sont pour la plupart également fournisseurs d'électricité. Ensuite, on a RTE qui est en charge en fait le transport de l'électricité sur le réseau longue distance. Et ensuite, on retrouve Enedis sur le réseau de distribution. Donc Enedis, c'est le gestionnaire du réseau de distribution en France. Il faut savoir que le système électrique français est régi par la CRE. Donc la CRE, c'est la Commission de régulation de l'énergie, donc qui est en charge du bon fonctionnement du marché du gaz et de l'électricité en France. Et du coup, donc Enedis a des missions de service public. Et plus récemment, en fait, Marianne Legnaud, qui est la présidente du directoire, a dit elle souhaite qu'Enedis devienne le service public préféré des Français. Et plus récemment encore, maintenant, on est service public de la transition énergétique. Vous voyez là affiché l'ensemble des missions qui tournent bien sûr autour de l'exploitation du réseau électrique. Moi, ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est 2 points. La première, c'est que l'année dernière, donc Enedis est passé entreprise à mission, avec une raison d'être que je vais vous lire, parce que je trouve les phrases jolies. Donc c'est agir pour un service public de la distribution d'électricité innovant, performant et solidaire, raccorder la société aux défis collectifs d'un monde durable. Donc en fait, on veut vraiment inscrire Enedis dans cette transition énergétique et dans les défis qui nous attendent sur les prochaines années. Et à un petit moment où on bombe un peu le torse, le côté Enedis, c'est par rapport aux Jeux Olympiques et Paralympiques qui ont eu lieu cet été, vous le savez bien. On avait de gros enjeux là-dessus en préparation de ces Jeux. Ce qu'on avait comme objectif, c'est de rendre ces Jeux décarbonés. Décarbonés pourquoi? Parce que sur tous les précédents Jeux Olympiques, en fait, les sites olympiques étaient alimentés par des groupes électrogènes qui tournaient bien sûr avec du fioul. Et là, c'est la première fois en fait où 100% en tout cas des chantiers qu'on avait en responsabilité ont été raccordés au réseau en temps et en heure. Et donc les Jeux Olympiques là qui se sont déroulés et Paralympiques se sont déroulés avec quasiment 100 groupes électrogènes. On a fait 90% d'économie de CO2. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup la France va hériter de ces chantiers puisque dorénavant les grands sites sportifs sont directement raccordés au réseau. Notamment le Stade de France. Voilà. Alors, je vais passer rapidement sur quelques chiffres. Donc Enedis gère 1,4 million de kilomètres de lignes électriques, donc c'est 35 fois le tour de la Terre. C'est le premier réseau électrique européen. Donc on a des contrats de concession avec les collectivités. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'Enedis
n'est pas propriétaire en fait du réseau de distribution, mais signe des contrats de concession avec des regroupements de communes qu'on appelle les AODE, et du coup ces communes nous délèguent le droit d'exploiter, d'entretenir et de développer le réseau électrique. Il y a un peu plus de 39 000 salariés au sein d'Enedis qui sont répartis sur 800 sites partout en France. Et en termes de chiffre d'affaires, on a un peu plus de 15 milliards de chiffre d'affaires. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que le chiffre d'affaires d'Enedis vient pour 90% de ce qu'on appelle le TURP. Donc le TURP, en fait, c'est un tarif qui est défini par la CRE, dont je vous ai parlé juste avant, la Commission de régulation de l'énergie, qui est définie tous les 4 ans et qui est prélevé sur la facture d'électricité de tous les usagers. Voilà. Donc pour répondre aux services publics de distribution de l'électricité. Maintenant, qui sont nos parties prenantes? Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'Enedis a de nombreuses parties prenantes très diverses. Ce qui est à noter, c'est qu'on a un peu plus de 37 millions de clients, dont 32 millions de clients résidentiels, par exemple. On a beaucoup d'interactions aussi avec les fournisseurs et les acteurs de marché, notamment énormément au niveau IT, avec la séparation du marché. Ça nous a amené à développer énormément notre système informatique. Et du coup, à la DSI, en fait, donc là, on vous a présenté un peu l'entreprise pour que vous compreniez un peu la taille de l'entreprise. Côté DSI, du coup, on a aussi une taille conséquente. Alors, c'est 960 salariés internes, mais si on rajoute les prestataires, qui sont 5500 à date, on arrive quasiment à 6500 personnes qui travaillent à la DSI. Ça représente à peu près 221 applications et 23 000 serveurs. On est en forte croissance. L'objectif, c'est d'augmenter nos effectifs de 100 personnes par an sur les années à venir. Donc on recrute. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous souhaitez rejoindre nos rangs à la DSI, vous êtes les bienvenus. Ce que je voulais aussi vous dire, c'est qu'on se veut, côté DSI d'Enedis, aussi partenaire de la transition énergétique en accompagnant nos métiers dans cette transition. Et pour rappel, Marianne Legnaud a dit que d'ici 2040, en fait, on a 96 milliards d'euros d'investissement pour moderniser notre réseau électrique, pour pouvoir justement gérer cette transition énergétique. Et Luc Raymond, qui est le patron du groupe, vient de le confirmer il y a quelques jours aussi dans sa communication. Donc ça passe par l'enfouissement des lignes électriques. Donc, par exemple, la dernière tempête en Bretagne, où on a mis plusieurs semaines à rétablir l'entièreté des clients. Le fait d'enfouir les lignes permet d'être plus résilient aux tempêtes, mais aussi de raccorder finalement plus de sites de production, par exemple. Et l'agilité à l'échelle et la DSI d'Enedis dans tout ça, vous me direz. C'est une histoire de plusieurs années, cette transformation. Vous avez à peu près les étapes et les principales étapes, donc ça a commencé en 2015. Gardez en tête qu'à partir de 2020, on était vraiment structuré en chaîne de valeur. Donc la DSI s'est structurée en chaîne de valeur. Chaque chaîne de valeur avait son propre backlog dédié. Les rôles safe sont d'ailleurs déployés au sein de la DSI. Alors on s'est appuyé sur le framework safe. On n'est pas juste safe vraiment dans les règles de l'art, mais on s'est appuyé sur le framework safe. Et bien sûr, on a les cérémonies et les rites qui sont ancrés au sein de la DSI. Donc ce qu'on peut dire maintenant, c'est qu'on a un premier niveau de transformation qui est derrière nous, mais l'histoire n'est pas finie, vous le verrez aussi par la suite pourquoi d'ailleurs. La feuille de route maintenant en fait de cette transformation, elle s'inscrit dans une feuille de route un peu plus large, qui est la feuille de route de la DSI, qui s'appelle Défi DSI 2030, bien sûr qui s'appuie sur les principes et pratiques agiles. Alors, on va aborder avec vous quelques constats de la transformation agile à l'échelle de la DSI, donc avec un avant-après et les principaux apports qu'on a observés. Donc ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, les métiers remontaient à chaque produit leurs besoins et donc on construisait notre budget par produit. Aujourd'hui, avec le déploiement de SAFE, du modèle SAFE qu'on a appelé Agile IT au sein de la DSI d'Enedis et nos chaînes de valeur,
on voit qu'on a un budget en fait qui est tracté par la capacité à livrer des besoins sur l'ensemble de nos chaînes de valeur. Ensuite, auparavant, on avait des produits qui fonctionnaient principalement en cycle en V. On en avait certains qui commençaient à avoir des équipes qui étaient en mode Scrum. Mais ce qu'on voyait, c'est qu'on avait des produits qui avaient en moyenne 2 à 3 mises en prod par an. Et donc, c'était assez compliqué finalement de changer en cours d'année. Et donc, ils avaient des objectifs annuels. Avec le déploiement de SAFe, ce qu'on peut voir, c'est qu'avec l'arrivée de la chaîne de valeur, des trains produits et des équipes en Scrum, on a un meilleur alignement en fait des trajectoires avec les priorités de l'entreprise. Et c'est plus chaque produit qui doit regarder les priorités de l'entreprise. Là, c'est vraiment les trajectoires via les chaînes de valeur. On a des mises en service qui sont coordonnées à la maille de la solution. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a découpé nos produits en micro-applications avec des microservices. Et du coup, parfois, on peut avoir un besoin métier qui peut traverser entre 3 et 10 SI différents. Donc, c'est vraiment hyper important pour nous. Également, on voit qu'on peut prendre en compte en fait les changements. On a 5 incréments par an au niveau des chaînes de valeur et du coup nos produits qui sont alignés en fait sur le rythme de la chaîne de valeur. Et donc en amont de chaque incrément, on peut revoir les priorités de backlog de la chaîne. Donc ça c'est vraiment une force. On a des produits trains qui sont synchronisés entre eux via la chaîne. Et ensuite au niveau des équipes qui sont maintenant quasiment toutes en Scrum, on voit vraiment une accélération du rythme de delivery et une vraie amélioration de la qualité des produits livrés. Alors, on voit qu'on a eu pas mal d'apports en fait avec le déploiement de SAFe. Néanmoins, on a fait un constat, c'est qu'on a une vision moyen terme à améliorer. Donc effectivement, avec la méthode SAFe et le déploiement des chaînes de valeur, on a une vision maintenant par incrément. Mais on a une entreprise en fait qui a eu besoin d'une vision moyen terme, donc on dit plutôt 12-18 mois, donc pour mener à bien ses missions, notamment au regard de la taille et des moyens qu'on met en œuvre. Il faut savoir que Enedis est financé finalement par de l'argent public, donc on se doit de justifier nos dépenses dans les années à venir. On a aussi des gros projets stratégiques qui touchent énormément de produits, on a besoin d'anticiper pour pouvoir les synchroniser. On a 8 projets stratégiques d'entreprise sur la chaîne à fournir d'ici 2027. Et on a encore vu cette année la création de 2 trains supplémentaires pour répondre à un des gros projets stratégiques de l'entreprise. Et donc, ça demande de l'anticipation parce que créer un nouveau train, des nouvelles équipes, c'est faire un appel d'offres sur un marché public. Et donc, ça prend bien 6 mois le temps que tout ça se mette en place. Donc, ça demande de l'anticipation. Et juste un dernier point, pour vous fixer un point d'ordre de grandeur, au niveau de la chaîne ICT, c'est à peu près 300 personnes qui travaillent dessus. Merci Stéphane. Et donc cette vision à moyen terme à améliorer. Oui, parce qu'on en souffre en fait, donc on en a besoin, mais en fait elle n'est pas si réaliste que ça. Donc ça frustre un peu tout le monde, c'est-à-dire que nous on passe un peu pour des personnes qui ne savent pas travailler, les métiers ne comprennent pas, et puis mais je l'attendais ce besoin, pourquoi il arrive 6 mois plus tard, etc. etc. Donc c'est pas du tout vertueux, et donc on essaye de sortir de ça. Mais avant de sortir de ça, il faut essayer déjà de comprendre comment on construit notre trajectoire. Donc voilà, je vous demande juste de vous accrocher un peu, parce que déjà on a eu du mal nous à décrire le processus, j'imagine pas pour vous. Alors déjà, on part d'une trajectoire qu'on a définie sur une année donnée. Donc ça c'est courant T1 de l'année en cours. Au niveau de T2, donc du deuxième trimestre de l'année, on commence au niveau des trains produits dans un premier temps, et puis au niveau de la chaîne, ou des solutions plutôt, on va commencer à se projeter sur l'année et les années qui viennent, avec un travail budgétaire en plus. Au troisième trimestre, on va monter d'un cran, donc on est au niveau de la chaîne, et on va monter au niveau de l'entreprise. Donc au niveau de l'entreprise, il va y avoir au niveau du comité exécutif, donc on est vraiment tout en haut de l'entreprise. On va avoir une repriorisation des sujets, donc les fameux sujets, les projets stratégiques, et aussi les enveloppes budgétaires qui vont être allouées. Et puis là, on va redescendre, du coup, on va redescendre déjà au niveau de la chaîne, au niveau du quatrième trimestre de l'année.
et ce qui va permettre au niveau de la chaîne de définir finalement les grandes priorités qui vont être posées au niveau des sujets à adresser en priorité au niveau de la chaîne sur l'année et les années à venir. Et enfin, au niveau du premier trimestre de l'année prochaine, on arrive à ce que les trains produits et les solutions s'approprient ces priorisations de chaîne pour pouvoir définir leur trajectoire. Donc le premier constat, si tu peux cliquer, déjà, c'est qu'on s'est rassuré, on a déjà un processus annuel qu'on a appelé le Yearly Increment, et qui est une réalité, c'est-à-dire qu'on ne part pas de zéro. Donc on peut s'appuyer déjà sur quelque chose pour l'améliorer. Et pourquoi est-ce qu'on voudrait l'améliorer? Parce qu'on a 3 gros écueils dans ce processus. Le premier, je pense que vous l'avez tous compris, la trajectoire, elle arrive un peu tard. C'est-à-dire qu'on est fin du premier, on est en mars. Donc en mars, on a notre trajectoire finalement de l'année qui est là en fait, hein, puisque c'est en mars. Et donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que comme on est organisé en incréments, c'est des incréments qui durent à peu près 2 mois et demi, ça veut dire qu'en fait la trajectoire de la première partie de l'année en fait elle est déjà figée. On ne peut pas y toucher. Et donc en termes d'agilité, on n'est pas au top. Donc premier écueil, c'est on arrive trop tard au niveau de notre trajectoire. Deuxième écueil, c'est que je vous ai dit, il y avait d'abord une maille train produit, puis il y a une maille solution. Sauf que quand ils font leur projection, en fait, ils dialoguent pas vraiment bien entre eux. Ce qui fait qu'en fait, on arrive à un dessin de trajectoire qui est vraiment pas réaliste. En fait. Et le troisième écueil, c'est que ces projections de travaux budgétaires en fait, sont énormément chronophages et énergivores à un point que vous n'imaginez même pas. Donc voilà, on est parti d'un constat, on a quelque chose qui existe, mais qui est quand même amélioré. Et donc, Aïna? Et donc, pour améliorer tout ça, on a eu une idée. Donc, déjà, cette idée, elle est partie de 2 ambitions. La première, en fait, c'est réagençons nos activités annuelles, puisqu'on voit en fait qu'on a un cercle vertueux d'activités annuelles. Mais bon, aller faire bouger la date de priorisation des projets stratégiques d'Enedis par le COMEX, bon, c'est pas si simple. On a essayé. C'est pas si simple, mais bon, ça reste dans nos ambitions. Ensuite, on voulait s'inspirer du cadre de fonctionnement agile parce que on le voit, on a fait le constat quand on a déployé SAFe au sein de la DSI d'Enedis, ça fonctionne. Et on s'est dit, posons notre besoin, comme un PO. Donc on s'est dit, en tant que chaîne de valeur, nous avons l'objectif d'officialiser et de professionnaliser une cadence claire et régulière, le Yearly Increment, afin de fédérer et synchroniser toutes les activités annuelles comme la prio d'entreprise, la prio de chaîne, l'exercice budgétaire annuel et la construction de notre trajectoire. Donc pour démarrer, on s'est dit, c'est un gros chantier, trouvons un MVP. Et du coup, on a eu l'idée de créer l'événement trajectoire de chaîne. Juste interrompre là, le fameux on, c'est que cette chaîne de valeur a un LACE, et donc on appelle le LACE SCT, puisque c'est la chaîne de valeur SCT dans notre jargon. Et c'est important en fait, moi je ne l'ai pas entendu dans les confs qu'il y a eu avant là, mais les LACE sont fondamentaux. Il faut vraiment, je n'arrête pas de le souligner, d'insister en interne, mais c'est grâce aux LACE qu'on a pu identifier déjà les souffrances et avoir ces idées. Une pratique. Ouais, c'est bon. Ok. Au cas où, on ne sait jamais. Parfait. Donc, notre MVP, le Yearly Increment Trajectoire, donc c'est un événement, et le premier, nous l'avons fait. Donc déjà, avant de partir, on s'est dit, quels sont nos objectifs et quel est notre livrable? Donc, objectif, poser une trajectoire de chaîne de valeur réaliste à 18 mois. Aligner tous les acteurs sur cette trajectoire. Nos métiers, la maille Large Solution et les trains produits. Identifier les adhérences entre les sujets, les points durs, voilà. En fait, on est parti sur l'idée d'un événement PI Planning en termes d'organisation finalement et de résultats, mais pour avoir finalement un incrément annuel à la maille de la chaîne de valeur. Une nuance importante, dans un PI Planning, on s'engage. Là, l'objectif n'est pas de s'engager. L'objectif, c'est de projeter sur une trajectoire pour aligner tous les acteurs sur une trajectoire
et finalement, in fine, pouvoir améliorer la prédictibilité en fait, de notre delivery. Notre livrable, The Board Trajectoire de chaîne de valeur. Donc on retrouve sur la partie gauche du coup les épiques. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait environ 45 épiques. Donc c'est un énorme backlog d'épiques. On retrouve en abscisse nos incréments de version, donc on voit jusqu'à 18 mois. Oui, priorisé bien sûr. Chaque épique avait un numéro de priorité. Et au milieu, du coup, les produits qui venaient déposer leur feature au moment où ils la réalisaient. Alors du coup, Marina vous l'a dit, on l'a fait. Alors on l'a fait quand? Donc on l'a fait le 8 mars de cette année. Le format qui a été choisi, c'est un format présentiel. On tenait vraiment à ce que tous les acteurs qu'on avait identifiés, on verra juste après, pour participer à cet événement soient en présentiel. Ça facilite beaucoup les échanges. Et comme c'était le premier, on ne voulait pas prendre le risque d'avoir des éléments de communication qui ne passaient pas. Et avec un état d'esprit, avec deux mots d'ordre. Le premier, c'est ambition, parce qu'on savait qu'on était ambitieux en le faisant. On ne savait pas trop où on allait. On avait une bonne idée, mais on est toujours dans l'inconnu quand c'est la première fois. Et le deuxième mot d'ordre, c'est l'humilité. Donc voilà, c'était vraiment aussi se dire, faisons le maximum, et puis s'il y a des choses à améliorer, on verra après. Voilà, je vous donne rapidement l'agenda de la journée. C'est vraiment classique, hein. On n'a pas inventé la poudre, hein. C'est une introduction pour bien fixer les enjeux de la journée. Le cœur de la journée qui est vraiment dédié à la construction de la trajectoire de chaîne. Et puis ses ajustements et sa révision éventuellement, et une dernière partie de la journée qui va être au niveau de la restitution et bien sûr le vote de confiance qui clôt la session. Et bien entendu, on avait choisi un thème, donc c'était le thème du dragon. Oui, j'ai oublié de dire, oui, tu fais bien de le dire. Donc c'était assez sympa, on accueillait les personnes avec des bruits de dragon. Il y en a qui ont fait demi-tour, qui sont partis en courant. Donc du coup, avec qui? Alors il n'y avait pas que des dragons. Donc il y avait environ 60 personnes qui sont venues à l'événement, dont 2 animatrices. Donc dans les animatrices, donc, il y avait Florence Bouygues qui est ici présente dans la salle, qui est coach agile et qui nous accompagne au sein de la chaîne de valeur, et moi-même pour l'animation de cet événement. Il faut savoir qu'à ce moment-là, du coup, toutes les deux, on était détachés en fait du delivery de la chaîne de valeur. Donc c'est très important d'avoir des animateurs extérieurs. Et ensuite, en termes de contributeurs, donc on avait les acteurs de chaîne de valeur, donc à la My Solutions, donc le sponsor de la chaîne, très important, le business owner de chaîne, donc chez Enedis, on a placé un business owner sur chacune de nos chaînes de valeur. Les chefs de projet métier, parce que oui, on a encore des chefs de projet. Et ensuite, vous retrouvez le trinôme agile, donc avec des managers de solutions, architecture de solutions et coordination de solutions. Et ensuite, du coup, les acteurs trains-produits. Donc, il y avait 8 trains, ça faisait un peu plus de 10 produits. Donc, avec les business owners, les PM, AT et RTE. Et bien sûr, le management, qu'on remercie encore aujourd'hui, mais qu'on a grandement remercié parce que ils nous ont fait confiance en fait dans l'organisation de cet événement. C'était un pari et ça a réussi, donc c'est aussi grâce à eux. Alors, je crois que ça, oui, c'est ça. Donc comment donc une salle classique, hein, une salle planning, on a réuni tout le monde. La salle était organisée, bon, il y avait le cœur de la salle où on a réuni tout le monde le matin pour présenter un peu les grands objectifs de la journée. Puis après, très rapidement, donc les stands par produit train se sont construits. Et en fait, tout le reste des acteurs de la chaîne, finalement, passait de stand en stand au niveau des trains produits. Bien sûr, on pouvait avoir des personnes d'un train produit qui allaient voir leurs voisins parce qu'il y avait besoin de régler 2-3 détails. Ça, au contraire, on l'encourageait. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on avait donc 2 catégories de board. On avait un board par train produit. Et en fait, on avait le board de chaîne qui était central à tous ces boards-là. Et en fait, les trains produits venaient consolider finalement au fur et à mesure de la journée le board de chaîne pour pouvoir construire finalement cette trajectoire de chaîne de valeur. Et de temps en temps aussi, on ne s'interdisait pas d'avoir des ateliers qui étaient organisés ad hoc dans la journée si on en avait besoin.
Et le résultat, bah, c'est celui-là au niveau du board de chaîne de valeur que Marina vous a présenté juste avant. Et vous avez à gauche un petit stand avec une petite photo. Vous avez un écran. Ce qui est exposé là, on ne le voyait pas bien, mais c'est bien le board du train produit, là, c'est d'ailleurs de mémoire. Si je me souviens bien. Les espaces clients. Donc voilà à peu près comment a été organisé en fait, l'espace et les activités qui ont eu lieu pendant la journée. Alors en termes de résultats, on était hyper contents, franchement, on a été surpris même des résultats, on ne s'attendait pas à ce que ça prenne autant. Pour nous, on a atteint nos objectifs. Alors oui, on n'a pas réussi à consolider notre trajectoire à 18 mois, mais on a réussi à consolider notre trajectoire sur 2024 et c'est déjà une belle victoire. Donc pour chaque train produit, on a ajourné du coup la trajectoire de chaîne de valeur qu'on avait déjà en fait préconstruite, mais on l'a ajournée avec pour la première fois la vision des produits. On a identifié des risques train produit et chaîne. Et en termes de note de vote de confiance, donc on a demandé à chaque train produit de faire un vote de confiance. Donc on arrive à une moyenne de 3,1 sur 5. Donc on voit qu'on peut s'améliorer. Donc c'est vraiment le vote de confiance sur la confiance sur la trajectoire. On voit que voilà, on a besoin de bosser encore pour rendre notre trajectoire plus réaliste. Maintenant on a un outil dont on va pouvoir se servir pour pouvoir améliorer en fait ce vote de confiance. Aussi à la fin de l'événement, on a réalisé un rôti cette fois-ci sur l'événement avec les participants. Donc il y a une note de 4,2 sur 5. Ouais, on était super contents. Et l'Assemblée a été assez unanime sur le fait que cet événement apporte vraiment de la valeur sur la chaîne. On vous a mis quelques verbatims donc de nos métiers, super exercice, sincère remerciement. Un business owner aussi qui nous a remonté que ça donne du sens au travail de priorisation qu'ils font. En fait, ils ont pu voir vraiment le résultat de leur priorisation. Et des acteurs côté SI, notamment un qui nous a dit en fait j'ai rencontré des personnes que j'avais jamais vues. C'est vrai qu'en fait depuis l'événement Covid on fait beaucoup de PI planning à distance et du coup voilà, ça a permis aux gens vraiment de se rencontrer et pas forcément que se croiser sur une conf. Ok, une fois qu'on vous a dit ça, donc c'était super, bon, il y a quand même des choses à améliorer, donc on a fait un DACI. Donc tout ce qu'on souhaite garder, c'est le format d'organisation, franchement tout le monde l'a apprécié. Au niveau des participants, on ne s'était pas trop trompé au niveau du casting. Bon, on verra que dans les points améliorés, il faut rajouter encore des personnes, mais globalement on avait quand même un bon casting. Et surtout, vraiment tout le monde a joué le jeu, une forte implication de tous les acteurs. Ça c'est en termes d'organisation. En termes de résultats, donc Marina vous l'a dit, on a réussi quand même à poser une trajectoire, alors pas sur 18 mois, mais sur l'année au moins, donc sur 12 mois. On s'est aussi rendu compte qu'on avait oublié des sujets, que certains trains produits ont découvert des sujets en cours de route, on se dit mince, ça moi j'avais pas en visibilité, comment je fais, etc. Donc ça a été tout un travail pendant la journée pour réintégrer ces sujets dans la trajectoire. Et ça a permis aussi de bien mettre en avant finalement tout ce qui est synchro entre trains produits. Synchro entre solutions écran, synchro entre management de solutions, entre management de solutions PM, PO. Donc là-dessus, franchement, ça a apporté ses fruits. Ce qu'on s'est aperçu qu'il fallait qu'on ajoute, donc en termes d'orga, je vous l'ai dit, plus de participants. On a aussi compris que comme la journée était un peu dense, on n'est pas arrivé vraiment jusqu'au bout de ce qu'on voulait faire dans la journée. En fait, on s'est dit qu'il fallait qu'on accentue la préparation de l'événement. Donc qu'on soit plus exigeant sur les entrants, pour qu'on soit plus efficace dans la journée, pour qu'on puisse aller plus loin dans la journée. Parce que l'idée, c'est pas non plus de prendre 2 jours. À un moment donné, on s'est dit pourquoi on ne le ferait pas sur 2 jours. C'est suffisamment compliqué de réunir toutes ces personnes-là. Ils ont déjà leur PI planning pour les trains, etc. etc. On ne voulait pas prendre 2 jours de plus, enfin 1 jour de plus dans leur agenda. Donc c'est bien ça, préparer aussi en amont les trajectoires de tous les produits, donc ça je vous l'ai dit. Et oui, il y a aussi un point qu'on doit améliorer, c'est intégrer les sujets techniques dans le backlog de la chaîne. Actuellement, la trajectoire de chaîne, elle est essentiellement faite pour les métiers, et les métiers ne comprennent pas, ne voient pas en tout cas, qu'il y a tout un backlog de sujets techniques qui viennent là en appui de cette trajectoire fonctionnelle.
Donc ça, c'est quelque chose qu'il va falloir qu'on s'améliore pour vraiment le mettre en visibilité de tout le monde, et y compris aussi des trains privés. Et aussi, on a un sujet au niveau des dates de mise en service. Donc sur certaines épiques, en fait, on a fini la journée, on n'avait pas forcément la date où on allait produire la valeur. Donc ça, c'est des choses, on n'a pas pu aller jusqu'au bout de l'exercice. Les points à améliorer, donc journée trop dense, mais ça va être compensé, je pense, par le fait de mieux le préparer en amont. Donc là-dessus, on est bien aligné là-dessus. Donc je pense que l'un dans l'autre, ça va s'équilibrer. Faire apparaître les sujets techniques, donc ça va sensibiliser les chantiers, donc ça va aussi se régler. Clarifier le contenu des épiques, ça c'est un point aussi qui va venir alimenter la meilleure préparation. On s'est rendu compte pendant l'événement qu'on pouvait nommer quelque chose avec un titre, donc c'était le même titre que pour tout le monde, mais en fait les personnes l'interprétaient différemment, y compris dans différents trains produits, ce qui pouvait amener à certaines mésententes à des moments donnés, et donc au niveau de la consolidation, ça s'est vu. On ne parlait pas de la même chose. Améliorer aussi en fait le découpage du backlog, surtout pour des évolutions qui sont dispersées dans divers épiques. C'est aussi quelque chose où on s'est aperçu en fin de journée, on s'est dit ah mince là, on aurait peut-être faire plus attention sur le découpage de backlog pour bien mettre en évidence que tous ces sujets font bien partie de la même épique. Et améliorer aussi la restitution. Je vous ai dit, on n'a pas été jusqu'au bout de l'exercice. Donc on aimerait aussi, donc là on est arrivé avec une trajectoire consolidée au niveau train produit. On n'a pas eu le temps de faire s'exprimer la chaîne de valeur sur la trajectoire qu'on avait définie. Est-ce que finalement c'était bien, c'était pas bien, est-ce qu'on a bien respecté les priorités? On a fait le cran, mais il manquait ce cran-là encore en plus pour bien se dire c'est bon, on a fait l'exercice jusqu'au bout. Il nous manquait vraiment qu'est-ce que la chaîne de valeur va produire en 2024. J'ai du mal à avoir une vision synthétique, parce que c'est complexe, hein, mais voilà, il faut qu'on travaille là-dessus. Ah si, oui, pardon. Oui, et donc il y a quand même quelque chose qu'on arrête de faire. Yeah, also your feedback was amazing. Oui, les images du dragon, ça fait peur à certaines personnes. On aura peut-être les licornes ou les nounous. Oh yeah, good idea. T'as bien aimé les dragons? Bah voilà, faut faire quelque chose qui fait moins peur. Moi je propose les licornes, on verra. Ok. Et la suite alors, qu'est-ce qu'on fait de tout ça? On a fait un POC, mais du coup on s'est fixé en fait des prochaines étapes. La première, c'est que très prochainement, au mois d'octobre, on va organiser un deuxième événement Yearly Increment Trajectoire sur la chaîne de valeur service client et territoire. Donc l'objectif en fait c'est de pérenniser l'événement et l'organiser 2 fois par an, pour que tous les 6 mois on puisse mettre à jour notre vision à 18 mois. L'objectif étant du coup de pérenniser l'événement. Et aussi là vous dire que finalement c'est maintenant le boss qui va animer It's about connecting and networking, exchanging, because I think. Thank you. Et là il s'est impulsé, on laisse la main bien sûr, on prend le contrôle parce que ça va être le deuxième, hein, mais bon, au bout du 10e, je pense que... Voilà, le S, il va laisser complètement la main à la chaîne. Le deuxième point, c'est que finalement, ça fait un peu de bruit quand même en interne DSI, donc on est un peu fiers. Il y a d'autres chaînes de valeur qui vont s'y mettre, bientôt d'ailleurs, c'est tout bientôt, c'est quasiment demain, donc c'est en octobre. Et l'idée derrière, c'est vraiment de capitaliser cette bonne pratique aux autres chaînes de valeur. En troisième objectif, donc pour la suite, en 2025, l'idée c'est d'avoir un meilleur partage du backlog solutions et produits train au fil de l'eau. Donc comme vous l'a dit Stéphane, en fait on s'est rendu compte que tout le monde comprenait pas la même chose derrière le titre d'une épique. Donc voilà, l'idée c'est vraiment que la maille solution et train produit se parlent mieux entre elles et puis partagent de façon plus régulière le backlog. Donc, dans l'objectif vraiment d'améliorer notamment les entrants de l'événement pour encore plus améliorer la prédictibilité de la trajectoire de chaîne. Et le dernier point, c'est, je ne sais pas si vous en souvenez, mais je vous ai dit que notre exercice budgétaire était un peu compliqué et long, etc. Et là, on se rend compte qu'on a vraiment une opportunité avec cet exercice de poser la trajectoire et en plus de poser la trajectoire budgétaire qui va avec. Au moins sur les 18 mois. Alors, pas sur 4 ans, mais au moins sur 18 mois. Et donc de faire d'une pierre du coup et gagner du temps.
Merci Voilà, beaucoup. nous en avons terminé. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, il y a des questions. Allez-y, comme vous voulez. Hein. Pour l'événement, est-ce que vous avez invité l'ensemble des parties prenantes de la chaîne de service, y compris les équipes, pour la discussion de la soir, ou que les triumvirats des trains et les triumvirats de la solution? Ouais, en fait, Alors- on n'a pas invité les équipes parce que l'idée c'était pas forcément de pas les solliciter pour rien entre guillemets. On a vraiment sollicité les trinômes agiles à la maille du train produit et de la solution. Mais on n'a pas forcément sollicité les équipes. Après, les product managers ont bien évidemment préparé l'événement avec leurs PO et leurs équipes. Et il y en a qui sont venus. Ouais, il y sont a eu venus voir. quelques PO qui sont venus aussi. Mais ils étaient pas, ils étaient bienvenus s'ils voulaient venir, mais on les a pas forcément sollicités effectivement. Oui. Justement, par rapport au poids de la préparation, est-ce que vous avez une idée pour les équipes, en fait, comment ça les a occupés et le poids de cette préparation en amont? Parce que là, il y a une mobilisation d'une journée sur l'ensemble des personnes, et Ouais. j'imagine qu'il y a une journée de préparation en amont et le poids que ça représente avec En fait, c'est assez variable parce qu'on a des trains produits, par exemple, qui ont l'habitude finalement de préparer et de mettre à jour leur trajectoire annuelle, donc qui avaient déjà une trajectoire préconstruite. Et il y a d'autres produits qui sont arrivés sans trajectoire. Donc pour eux, ils ont eu un temps de préparation qui n'était pas énorme. Mais là, pour le prochain, ouais, ils ont un peu de boulot. Je sais pas, peut-être que toi, tu peux nous le dire sur ton train. Sur mon train, en fait, il n'y a pas eu tant de surplus d'activité que ce qu'ils ont. Il y en a quand même un petit peu, on ne va pas se mentir, mais ce n'est pas non plus ingérable, dans le sens où finalement ils se rendent compte qu'eux-mêmes en ont besoin. Donc au final, c'est déjà quelque chose qu'ils construisent. Alors ils construisent ça plutôt sur 6 mois parce qu'ils ont à peu près 1 ou 2 incréments d'avance. Ils ne vont pas jusqu'au-delà, mais ça leur permet finalement de se dire ah oui mince, il y a ça qui va venir. C'est aussi intéressant pour eux de faire cet exercice-là. Et comme il est, on a quand même notre exercice budgétaire chaque année. Donc en fait, au final, c'est juste le fait de le matérialiser qui a demandé du temps. Pas le fait, ils savaient finalement ce qu'ils avaient en trajectoire, mais il fallait le matérialiser. C'est surtout ça que, donc c'était pas non plus si énorme que ça, au final. Il y a une question là devant, oui. Tout d'abord, merci pour la présentation, c'était Avec très plaisir. clair et très concrète. J'ai 2 questions. Donc la première, c'est concernant la transformation de l'agile à l'échelle. Donc j'ai compris que vous avez démarré ça depuis 2015, si ma mémoire est bonne. Et donc en fait, pendant cette transformation, vous parliez d'une transformation plutôt de DSI. Et oui. C'est-à-dire qu'elle a été guidée par la DSI. Et du coup, on sait en fait, il y a plusieurs règles sur les transformations menées par la DSI et les réticences qu'ils peuvent avoir vis-à-vis d'un métier qu'ils ne comprennent pas forcément. Et du coup, en fait, à quel moment vous avez pu embarquer le métier? Est-ce que ça a représenté des résistances, des réticences, voire même peut-être des ralentissements à un moment donné? Donc ça, c'est ma première question. Oui. Je pose la deuxième. Comme vous voulez. La deuxième, en fait, c'est par rapport justement à ce que vous avez fait, à l'idée que vous avez fait, je trouve ça très bien. La question que je vous pose, est-ce que vous avez pensé aussi à mettre en place les OKR, qui effectivement sont aussi sur une année? Donc ça permet en fait de trajecter un peu les axes stratégiques en les traduisant avec des key results et puis des indicateurs derrière qui sont déployés au niveau des équipes. Est-ce que c'est quelque chose justement que vous pensez faire à l'avenir pour faciliter un petit peu cette démarche que vous avez lancée et qui est un succès? Bravo. Merci. Alors, on n'aura peut-être pas tous la même réponse, mais alors, me concernant, sur la première 5 minutes, donc sur la première question, le métier pour l'instant n'est pas transformé. Il faut être clair, je vais être transparent là-dessus, il n'est pas transformé et on en souffre. C'est-à-dire qu'on a fait un premier cap de transformation, on aimerait que les métiers soient embarqués pour qu'on puisse faire vraiment une vraie seconde transformation qui, de mon point de vue, apportera vraiment tous ses fruits. Ce n'est pas pour autant qu'on ne fait rien avec eux. Donc on est quotidiennement à toujours être en pédagogie vis-à-vis d'eux pour leur expliquer notre mode de fonctionnement, pourquoi on s'est organisé comme ça, quelle est la valeur
que ça amène à l'entreprise. Ça avec plus ou moins de succès, on ne va pas se mentir. Donc ça c'est pour la première. Pour le deuxième point, ben, en fait tant qu'on n'aura pas des métiers qui seront suffisamment matures pour poser des objectifs, on va avoir du mal à pouvoir vraiment bénéficier finalement de tout l'apport de la méthode OKR. Les objectifs, ils doivent être, voilà, ils doivent être engageants, mais ils doivent être aussi porteurs d'une trajectoire, d'une vision. En fonction des métiers, on n'a pas forcément la même maturité. Et je pense que là, à date, si on le fait, on va avoir du mal à ce que ce soit bénéfique. On va se retrouver plus avec des injonctions contraires, à mon avis, en termes de priorité, que d'avoir quelque chose qui donne une vision qui aligne tout le monde. C'est mon opinion. Je pense que peut-être d'autres personnes en auront une. Enedis, c'est grand, la DSI aussi. Mais c'est comme ça que je le ressens à date. Je partage ton avis. Je pense qu'on n'est pas assez mature aujourd'hui. Et notamment, je pense que aussi le Yearly Increment va nous permettre de nous projeter à la maille de la chaîne de valeur, de se dire, OK, c'est quoi nos gros livrables en fait sur l'année qui vient? OK, est-ce qu'il y a un vrai lien avec la réalité et la priorisation stratégique de l'entreprise? On est sûr qu'on va dans la bonne direction. Et je pense que c'est un premier pas finalement pour la mise en place des OKR demain. Avec plaisir. Il y a d'autres questions? Oui. Moi j'ai une question, en fait, parce que moi actuellement j'interviens chez RTE. Oui, à la DSI, où je les ai accompagnés dans la mise en place de l'agilité à l'échelle au niveau opérationnel. Oui. Nous aujourd'hui on a un nouveau poids, en fait ça existait déjà là, c'est le process décisionnel de RTE, que l'on retrouve en fait à travers, c'est lié au TURP, au TURP donne un budget. Et c'est vrai que nous aujourd'hui sur le projet, on a un peu ce sentiment de pression, d'une consistance à avoir, notamment si on dit que on a en tout cas ce process de décision d'ouverture, de décision d'investissement. Je ne sais pas si vous avez la même chose chez Enedis, où en fait on a une phase d'opportunité et une phase de décision d'investissement où on rentre véritablement dans la phase de réalisation. Et aujourd'hui, dans la phase de réalisation, on est un peu soumis sur l'alignement entre ce qu'on a prévu et ce qui est véritablement fait. Donc je me pose la question de l'autre côté, vu qu'il y a cette possibilité de revoir en fait un roadmap de votre Yearly Increment, donc là ce que vous avez fait à mettre en place tous les 6 mois, où on a cet engagement également sur l'année. Comment en fait, est-ce que vous avez déjà de 1 le même contexte que l'on a chez RTE et de 2 si oui, en fait comment vous arrivez à agiliser également la maille supérieure, la strate supérieure qui en fait donne les budgets et de comprendre un peu cette agilité à avoir également au niveau de la roadmap. En fait, le passage des jalons, nous on l'applique au projet. Donc on va dire qu'on a des épiques qui sont des projets et du coup qui passent par des jalons d'engagement. Et on a des épiques qui sont pas assez grosses finalement pour être des projets et du coup qui rentrent dans le process de delivery classique. Donc déjà, en fonction du niveau d'investissement, on n'a pas le même niveau d'engagement. Et après, oui, nous aussi aujourd'hui, on doit justifier en fait de pourquoi est-ce qu'on n'a pas suivi notre roadmap, pourquoi est-ce que on a plus ou moins dépensé notre budget. Donc on a les mêmes contraintes et c'est aussi pour ça en fait qu'on a voulu mettre en place le Yearly Increment et notamment auparavant j'étais chef de projet et il impactait plusieurs trains produits et je me suis dit mais en fait moi dans l'année j'ai mon métier qui me demande de livrer mon premier lot de mon projet mais je sais pas quand est-ce que les produits peuvent travailler avec moi et quand je vais les voir eux non plus savent pas trop et comment je vais faire pour les synchroniser. Et du coup, c'est aussi de là qu'est venue l'idée de créer un événement où tout le monde se retrouve, où on se met d'accord sur les prios et du coup, dans quel ordre on réalise nos évolutions. Par contre, j'insiste bien, l'objectif de cet exercice, c'est pas une trajectoire engageante. Parce que sinon, si on dit ça, les métiers s'engouffrent dedans. Tu m'as annoncé ça en septembre, c'est en septembre, pourquoi je ne dis pas en septembre? Mais c'est vraiment poser une trajectoire la plus réaliste possible. Là, à date, on n'est vraiment pas bon. Quand on pose une trajectoire, on n'est pas bon. On ne va pas se mentir, on n'est pas bon. Et ça, franchement, cet exercice-là va nous permettre d'être meilleurs. On espère. Oh, c'est sûr. Moi, je suis convaincu. Franchement. Peut-être une dernière question. Peut-être qu'on vous fera on répondra en off à la dernière question. Désolée, je crois qu'on doit s'arrêter.
On vous invite à faire le rôti, s'il vous plaît, pour avoir un petit retour d'expérience. Merci beaucoup.